la vérité choquante que votre enfant vous a cachée. Ma fille a commencé à se déplacer de façon étrange le jour où je suis venue la chercher pour passer le week-end avec elle. Elle m'a simplement dit qu'elle était fatiguée à cause du sport. Mais j'ai vite remarqué un détail qui m'a glacé. Des hématomes d'un violet presque noir formaient un cercle parfait autour de sa taille, comme une ceinture de bleu. Chaque dimanche, quand je la ramenais chez sa mère, elle avait du mal à marcher jusqu'à la porte et semblait obsédée par son ventre qu'elle trouvait trop gros alors qu'elle pesait à peine 30 kilos. Un soir, je l'ai retrouvée, en pleine nuit, recroquevillée dans la salle de bain, en pleurs, entourant sa taille d'1 mètre de couturière si serrée que sa peau en devenait blanche. Elle m'a supplié de ne pas me mettre en colère et m'a expliqué d'une petite voix qu'il lui restait encore 4 heures à faire quand elle rentrerait le lendemain. Pour cacher ses bleus, elle s'enveloppait dans de grands sweats à capuche, même sous la canicule. Elle ne supportait plus de s'asseoir, mangeait à peine, restait debout pendant les repas et ne dormait plus que sur le côté, gémissant si elle tentait de s'allonger sur le dos. Elle avait perdu 7 kilos, uniquement au niveau du ventre. Son corps semblait déformé, comme écrasé par un étau. D'habitude si vive, elle ne pensait plus qu'à ce ventre qu'elle trouvait trop gros. 30 kilos, toute fluette. Et pourtant, elle se voyait difforme. Quand j'ai envoyé un message à mon ex-femme au sujet des bleus, elle a balayé mon inquiétude d'un revers de main. Elle fait de la gym, c'est normal d'avoir des bleus. Arrête de chercher des problèmes, tu fais toujours ça. Ma fille la renchérit. La gym, c'est dur, papa, tu ne comprends pas. À partir de là, je l'ai surveillée de près. Un vendredi soir, j'ai proposé qu'on prenne une glace après le dîner, et elle s'est effondrée, prise d'une crise d'angoisse au beau milieu de la cuisine. Je peux pas! Elle respirait si fort qu'elle en devenait toute bleue. Je vais grossir. Aucun garçon de l'école ne voudra jamais de moi. Je suis déjà trop grosse. Dixon est déjà préoccupé par le regard des garçons. Cette nuit-là, je l'ai retrouvé encore dans la salle de bain, sanglotant, le maître de couturière serré à l'extrême autour de sa taille, murmurant sans cesse « 58 centimètres, encore 8 de trop, je suis tellement en retard. » Quand j'ai essayé de la rassurer, elle s'est effondrée, m'a supplié de ne pas me fâcher et m'a confessé avoir triché chez moi. Tricher? Je me suis trop assise, papa, je suis désolée. J'essaie tellement mais j'ai mal partout. J'ai l'impression que mes côtes vont se casser. Elle a soulevé son t-shirt et j'ai failli vomir tant les bleus étaient profonds, presque noirs, la peau fendue à 3 endroits. Je ne suis pas censé parler de l'entraînement. S'il te plaît, dis rien. Il serait furieux, il me rajouterait des heures. Elle n'a pas voulu en dire plus, s'est effondrée en larmes, répétant qu'elle n'arrivait pas à suivre son emploi du temps. Il me reste encore 4 heures à rattraper quand je rentre demain. Je n'en ai pas assez fait ici. Le dimanche matin, elle s'est réveillée dans une panique totale. C'est dimanche, je dois y retourner. 8 heures le dimanche, sinon je n'aurais pas fait assez d'efforts. Elle était hystérique, refusait de manger, fixait l'horloge sans arrêt. Si je ne rentre pas avant 10 heures, je n'aurai pas le temps de finir. La peur dans sa voix me glaçait. On aurait cru qu'elle s'apprêtait à subir une torture. Quand je l'ai déposée, elle pouvait à peine marcher, mais elle s'est précipitée vers la porte, pressée de rentrer. Le lundi, en venant la chercher, elle tenait à peine debout. « J'ai fait mes heures », a-t-elle murmuré avant de s'évanouir. Elle a dormi 17 heures d'affilée, puis s'est réveillée en pleurant, persuadée d'être encore en retard sur son planning. Ça durait depuis des mois. Ma petite fille était maltraitée et je n'avais rien vu. Cette nuit-là, pendant son sommeil, j'ai fouillé son iPad. Ce que j'ai découvert dans son historique de recherche m'a donné la nausée. Comment faire disparaître les bleus plus vite? 50 cm, c'est trop pour un tour de taille. Pourquoi j'ai toujours mal au ventre? J'ai aussi découvert un compte Instagram dont j'ignorais l'existence, rempli de photos d'elle en train de s'exercer, accompagné de centaines de commentaires la félicitant pour sa détermination et sa transformation. Les publications remontaient à 4 mois. Et puis, il y avait ces messages. Encore 5 cm et tu seras parfaite. Souviens-toi de notre accord. C'est notre secret. 6 heures minimum aujourd'hui puisque tu as triché hier. C'est comme ça qu'on devient belle. La douleur, c'est juste la faiblesse qui s'en va. J'ai eu envie d'appeler la police sur le champ, mais je savais que dans notre ville, ils n'auraient rien fait. Alors j'ai attendu son jour de garde et je l'ai déposé chez sa mère. Après 1 heure à tourner dans le quartier, je me suis approché de la maison et j'ai observé depuis la rue. J'ai vu du mouvement derrière la fenêtre du salon, le même geste répété, inlassablement, sans jamais ralentir. On entendait un bruit sourd et régulier, mécanique, comme une machine qui tourne. J'ai observé pendant 10 bonnes minutes. J'ai sorti mon vieux trousseau de clés et en entrant dans le salon, la scène m'a glacé le sang. Ma fille, épuisée, continuait encore et encore. Encore 90 minutes, ma chérie. Tu t'en sors très bien. Autour de sa taille, un cerceau. Mon ex-femme s'est tournée vers moi avec un sourire qui m'a horrifié. C'est formidable, non? J'ai aussitôt appelé le 17. L'opératrice est restée au bout du fil, me demandant de rester calme pendant que les sirènes se rapprochaient. Rachel poussait Emma à continuer, même quand ses jambes tremblaient tellement qu'elle avait du mal à rester debout. Le cerceau lesté tournait encore autour de sa taille, une espèce de truc en métal épais recouvert de mousse rose qui devait bien faire 10 kilos. Les yeux d'Emma sont partis en arrière, puis elle s'est écroulée, le cerceau roulant sur le parquet. Rachel s'est mise à hurler que je dramatisais, qu'Emma n'était plus qu'à 1,5 kg de son objectif. Les pompiers ont débarqué, se sont précipités vers Emma et ont vérifié son pouls, tandis que Rachel continuait à crier que je gâchais des mois de travail. L'un des secouristes a remarqué les bleus sous le t-shirt d'Emma et a tout de suite appelé des renforts. Ils l'ont installé sur une civière, sa tension était tellement basse qu'ils lui ont posé une perfusion au milieu du salon. Rachel a voulu nous suivre jusqu'à l'ambulance, mais je l'en ai empêché et j'ai informé les secours qu'elle ne viendrait pas.
À l'hôpital, ils ont emmené Emma directement en traumatologie, pendant que les infirmières photographiaient chaque hématome sur son corps. Les marques autour de sa taille étaient si sombres qu'on aurait dit qu'elles avaient été tracées au pinceau. Pour la première fois, Emma s'est sentie en sécurité et a vraiment laissé éclater ses larmes, sanglotant sans retenue en me serrant la main si fort que ses petits ongles s'enfoncèrent dans la mienne. Le docteur Davis est arrivé, a jeté un coup d'œil au bleu, puis a ordonné sans attendre des analyses de sang et des radios, inquiète de possibles lésions internes à force de compression. Elle a précisé qu'elle avait déjà vu des cas de maltraitance, mais jamais rien d'aussi méthodique. Rachel est arrivée à l'hôpital 1 heure plus tard, déterminée à voir Emma, en affirmant haut et fort qu'elle avait des droits parentaux. J'ai demandé à la sécurité de l'empêcher d'entrer et ils ont placé un agent devant la porte d'Emma. L'inspecteur Torres de la brigade des mineurs est arrivé accompagné de son collègue. Je lui ai montré le compte Instagram sur mon téléphone. Son visage s'est fermé à mesure qu'il découvrait 4 mois de publication retraçant la métamorphose d'Emma. Il a mis l'iPad d'Emma sous scellé comme preuve et lui a demandé si elle voulait bien lui parler. Emma m'a regardé, a hoché la tête, mais n'a pas lâché ma main. Elle a commencé à voix basse, puis tout a fini par sortir. Les 8 heures de sport tous les dimanches, le fait de devoir dormir avec le cerceau lesté, Rachel qui mesurait son tour de taille chaque matin avec un mètre ruban et ajoutait 1 heure d'entraînement pour chaque demi-centimètre en trop. Les vidéos que Rachel l'a forcé à filmer, où elle devait dire combien elle était reconnaissante pour tout ça. L'inspecteur Torres a dû s'éclipser dans le couloir quand Emma lui a montré une vidéo d'elle en pleurs au beau milieu d'une séance nocturne à 2 heures du matin. 3 heures plus tard, l'assistante sociale Grace Sullivan est arrivée pendant qu'Emma dormait enfin après tous les examens. Elle a passé en revue l'ensemble des preuves avec l'inspecteur Torres et s'est mise à remplir, là dans la chambre d'hôpital, la demande d'ordonnance de protection d'urgence. Le docteur Davis est repassé avec les résultats des radios. 3 côtes fêlées, des lésions musculaires graves qui prendraient des mois à guérir. Je suis resté assis à côté du lit d'Emma, à la regarder dormir, enfin débarrassé de cette grimace de douleur qui était devenue habituelle. Sa respiration était régulière pour la première fois depuis longtemps. Tom est arrivé avec l'éléphant en peluche préféré d'Emma et quelques livres de la maison. On a à peine échangé un mot. On est juste resté là, sidéré, à se demander comment une telle situation avait pu nous échapper. Vers 2 heures du matin, une infirmière a débarqué en courant pour annoncer que Rachel avait réussi à franchir le contrôle et approchait de la chambre. La sécurité l'a stoppée alors qu'elle tentait d'entrer, vociférant qu'elle avait des droits parentaux et que je montais Emma contre elle. Elle répétait sans arrêt que je n'avais jamais compris leur relation privilégiée, que j'étais jaloux de leur complicité. Emma s'est réveillée en panique et une infirmière a dû lui administrer un calmant. Le lendemain matin, mademoiselle Harper, la maîtresse d'Emma, est venue rendre visite et a expliqué à l'inspecteur Torres qu'elle notait dans son journal de classe, depuis des semaines, les difficultés d'Emma à rester assise. Elle lui a montré des notes datées, décrivant comment Emma restait debout en cours, incapable de s'appuyer contre sa chaise. Emma a fini par avouer que Rachel la menaçait de représailles si quelqu'un à l'école découvrait l'entraînement. L'audience d'urgence sur la garde a eu lieu directement à l'hôpital, en visioconférence. Le juge Patterson a consulté tous les rapports médicaux et le compte Instagram, tandis que Rachel comparaissait avec un avocat qui prétendait que l'exercice était prescrit par un médecin pour prévenir l'obésité infantile. Le juge a demandé le nom du médecin, mais Rachel en a été incapable. Il m'a confié la garde exclusive provisoire d'Emma et a interdit à Rachel tout contact pendant l'enquête. L'inspecteur Torres a poursuivi ses investigations et a découvert que Rachel appartenait à 3 groupes en ligne de fitness pour enfants, où des parents échangeaient leurs méthodes. Les publications étaient glaçantes. Ils rivalisaient sur le nombre de centimètres perdus par leurs enfants, partagèrent des astuces pour les faire s'entraîner toujours plus. Les posts de Rachel vantant la détermination d'Emma récoltèrent des centaines de « j'aime » et de commentaires réclamant ses secrets d'entraînement. Il y a vraiment quelque chose de malsain dans l'obsession de Rachel pour le tour de taille d'Emma. 58 cm à 10 ans, ces groupes de fitness cachent quelque chose de bien plus grave que de simples routines sportives, surtout quand on voit tous ses parents comparer les mensurations comme si c'était la norme. Il a tout capturé avant que les groupes ne passent en mode privé. Cet après-midi-là, Emma s'est enfin réveillée pour de bon et m'a regardée, les yeux emplis d'angoisse, me demandant d'une toute petite voix si elle était punie pour avoir menti au sujet de la gymnastique. Je l'ai prise dans mes bras pour lui dire que rien de tout cela n'était de sa faute, pas une seconde. Elle s'est remise à pleurer et a avoué que Rachel lui faisait répéter chaque semaine l'histoire de la gymnastique, la forçant à apprendre ce qu'elle devait dire si je posais des questions. Le médecin est entré, un homme plus âgé, le docteur Williams, et a expliqué qu'Emma aurait besoin de plusieurs mois de rééducation, rien que pour réparer les muscles de son tronc. Selon lui, le travail psychologique serait encore plus long. Rachel avait réussi à installer un trouble de l'image corporelle chez une fillette de 10 ans. Quand la nutritionniste a appris qu'Emma ne vivait qu'avec 800 calories par jour depuis 4 mois, elle en est restée sans voix, à 2 doigts de tomber de sa chaise. Emma, soudain très fermée, a fini par avouer tout bas qu'elle grignotait en cachette chez moi, engloutissait tout ce qu'elle trouvait puis se faisait vomir, rongée par la culpabilité d'avoir craqué sur son régime. 3 jours plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Emma traversait une crise d'angoisse monumentale. Rachel avait réussi à contourner l'interdiction de contact en passant par le portable d'une amie et avait bombardé Emma de messages culpabilisants, lui assurant qu'elle trahissait tous leurs rêves, qu'elle le regretterait en prenant du poids, en grandissant. Quand j'ai montré les captures d'écran à l'inspecteur Torres, il a tout de suite ajouté la tentative d'influencer un témoin aux charges contre Rachel. Emma était si secouée que les infirmières ont dû lui administrer un calmant. De son côté, Grace s'est mise à questionner les amis d'Emma au collège et a découvert une foule de choses qu'on ignorait. Emma avait arrêté d'aller aux anniversaires, incapable de manger une part de gâteau sans partir en crise de panique.
Elle avait quitté l'équipe de foot parce que Rachel lui avait répété que ça lui ferait des jambes trop musclées et que les garçons n'aimaient pas les filles avec de grosses jambes. Une mère a même raconté à Grace avoir vu Rachel obliger Emma à faire du sport dans le parc l'été dernier, jusqu'à ce qu'elle se mette à pleurer à chaudes larmes en la suppliant d'arrêter. Cette même semaine, j'ai tenté de partager un repas normal avec Emma, juste un plat de pâtes au fromage, rien d'extraordinaire. C'est elle qui l'avait choisi. Elle semblait même ravie, mais au bout de 3 bouchées, elle s'est mise à respirer de plus en plus vite, puis à repousser son assiette, incapable d'avaler quoi que ce soit de plus. La psychologue de l'hôpital m'a expliqué qu'il faudrait des mois, peut-être même des années, pour apaiser sa relation à la nourriture. Emma s'est finalement endormie au beau milieu de la conversation, épuisée par tout ce qu'elle avait traversé. Tom m'a accompagnée chez Rachel, pendant qu'elle était au travail, pour aller récupérer les affaires d'Emma. On a découvert des mini-caméras cachées dans la chambre d'Emma, dissimulées derrière des cadres, qui filmaient toutes ses séances d'exercice. Puis Tom est tombé sur un carnet dans le bureau de Rachel, rempli de pages où chaque calorie avalée par Emma était scrupuleusement notée, mois après mois, avec des annotations sur les fois où elle avait vomi d'épuisement, considérées comme des progrès. En feuilletant le carnet, je suis tombé sur une note vieille de 6 mois, qui m'a glacé le sang. Commencer le programme avec Emma. Si ça a marché pour Claire, ça marchera pour Emma. Quand j'ai appelé le détective Torres, il m'a demandé tout de suite qui était Claire. C'est là que je me suis rappelé la nièce adolescente de Rachel, censée être partie vivre dans le Michigan l'an dernier à cause du travail de son père. En 2 jours, Torres l'a localisée. Elle vivait bien à Détroit avec son père. Claire avait 16 ans maintenant, et quand le détective l'a interrogée en visioconférence, elle s'est effondrée en larmes. Elle a raconté que Rachel lui avait imposé le même entraînement pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle tente de se suicider avec une bouteille de médicaments. Son père n'avait jamais porté plainte parce que Rachel était de la famille, mais aujourd'hui il était prêt à témoigner pour protéger Emma. 1 semaine plus tard, l'avocate de Rachel a contre-attaqué en déposant plainte contre moi, m'accusant d'aliéner Emma et d'inventer des histoires sur des routines sportives parfaitement normales. Elle a même fourni une lettre signée d'un prétendu pédiatre, recommandant un programme sportif intensif pour la santé d'Emma. Mais le détective Torres a vérifié le nom du médecin. Il n'existait pas. Toute la lettre était un faux. Le numéro d'agrément médical était celui d'un dentiste décédé 5 ans plus tôt. Quand Emma a attaqué la kinésithérapie la semaine suivante, elle a craqué dès que le kiné a voulu travailler sur ses abdos. Elle s'est mise à hurler qu'elle grossissait, que tout le monde pouvait le voir, et il a fallu 1 heure entière pour la calmer. Après la séance, le kiné m'a prise à part pour me dire que le traumatisme psychologique était bien plus grave que les soucis physiques, qu'Emma aurait sans doute besoin d'une thérapie lourde pendant des années. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, j'ai entendu des bruits étranges venant de la chambre d'Emma à l'hôpital. Je l'ai trouvée en train de faire des abdos dans son lit, les couvertures jetées au sol. Elle se redressait encore et encore, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, tout en comptant à voix basse. J'ai voulu l'arrêter, mais elle a paniqué, m'a supplié de ne rien dire à personne, persuadée que Rachel finirait par la prendre et lui imposerait encore plus d'exercices. L'infirmière de nuit, alertée par le bruit, nous a trouvées toutes les 2 en pleurs. Emma s'est repliée sur elle-même, répétant sans cesse qu'elle était paresseuse. Le lendemain, mademoiselle Harper est arrivée à l'hôpital avec un dossier épais regroupant les derniers devoirs d'Emma et un silence pesant est tombé sur la pièce. Toutes ces rédactions depuis 4 mois parlèrent de ne jamais être assez bien, de se punir, de vouloir disparaître. Une histoire, en particulier, racontait la vie d'une fille qui rapetisse jusqu'à devenir invisible. Ce texte a suffi à convaincre le détective de demander une évaluation psychologique approfondie. La psychologue a passé des heures avec Emma sur 2 jours et son rapport a été accablant. Emma souffrait d'un stress post-traumatique sévère, de dysmorphie corporelle et de graves troubles alimentaires, conséquence de mois de maltraitance méthodique destinée à briser toute résistance. Elle a recommandé une prise en charge immédiate et intensive et surtout une interdiction de contact avec Rachel pour une durée indéterminée. 2 semaines après le début de l'hospitalisation d'Emma, le détective Torres m'a appelé avec des nouvelles qui m'ont noué l'estomac. Il avait fouillé les achats en ligne de Rachel et découvert qu'elle commandait sur des sites étrangers des compléments alimentaires interdits, qu'elle broyait ensuite dans la nourriture d'Emma. Le rapport toxicologique réalisé à l'admission montrait des traces de substances interdites pouvant causer de graves lésions aux organes chez l'enfant, si bien que le FBI avait désormais pris le relais pour des poursuites fédérales. Puis, un soir, la mère de Rachel m'a appelé de nulle part avec une révélation bouleversante. 6 mois plus tôt, elle avait tenté d'obtenir la garde d'Emma après avoir surpris une des séances d'entraînement, mais Rachel l'avait menacée de lui interdire à jamais de voir Emma si elle parlait. Depuis des mois, elle enregistrait en cachette leurs conversations téléphoniques, au cours desquelles Rachel détaillait ses méthodes, traitait Emma de faible et de pitoyable parce qu'elle pleurait pendant les séances et lui répétait qu'elle devait se durcir. Quand Emma a enfin quitté l'hôpital après 3 semaines, elle a catégoriquement refusé de retourner chez Rachel, même simplement pour récupérer ses affaires ou ses jouets. Rien qu'à l'idée, elle a fait une crise de panique en plein parking de l'hôpital, au point de se mettre à hyperventiler et qu'on doive retourner à l'intérieur pendant plus d'1 heure. Tom, mon frère et sa femme nous ont aussitôt proposé de venir habiter chez eux, puisque mon petit appartement n'était pas adapté à l'accueil d'une enfant à temps complet. Cette première nuit chez Tom, Emma n'a pas fermé l'œil. Passant son temps à vérifier les serrures des portes et des fenêtres, à me demander toutes les 5 minutes si Rachel savait où nous étions. Elle a fini par s'endormir sur le canapé, collée à moi, vers 6 heures du matin, serrant contre elle son vieux doudou éléphant qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Je suis resté éveillé à la regarder respirer calmement, sans rictus de douleur, pour la première fois depuis des mois.
Grâce à Grace, j'ai pu remplir tous les papiers pour la garde d'urgence, pendant que le détective Torres constituait un dossier pénal contre Rachel. Le procureur m'a prévenu que Rachel chercherait sûrement à contester et à inverser les rôles en m'accusant moi-même de maltraitance, ce qu'elle a effectivement commencé à faire par l'intermédiaire de son avocate. On nous a alors attribué une référente pour accompagner Emma dans toutes les démarches judiciaires à venir. 3 semaines après notre sortie de l'hôpital, alors que je préparais le déjeuner dans la cuisine de Tom, de violents coups ont retenti à la porte d'entrée et Rachel s'est mise à hurler qu'elle allait appeler la police pour enlèvement. Tom a immédiatement contacté les secours pendant que j'emmenais Emma au sous-sol, où elle s'est réfugiée dans un placard, prise de tremblements et d'une telle crise d'angoisse que je croyais qu'elle allait perdre connaissance. La police a arrêté Rachel sur le champ dans le jardin de Tom pour violation de l'ordonnance de protection, mais Emma est restée 2 heures supplémentaires dans ce placard, paralysée par la peur même après le départ des policiers. Son premier rendez-vous avec la psychologue spécialisée qui nous avait été assignée a été particulièrement éprouvant. Emma ne parvenait presque pas à élever la voix au-delà d'un chuchotement tout au long de la séance. Elle demandait sans cesse si la psychologue allait tout répéter à sa mère, si Rachel saurait qu'on parlait de l'entraînement, ou si elle allait avoir des ennuis pour avoir raconté des secrets. Il a fallu toute la séance pour que la psychologue la rassure que tout resterait confidentiel et que Rachel n'aurait jamais connaissance de ce qui s'était dit dans ce bureau. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais le linge d'Emma chez Tom, j'ai découvert des sacs en plastique cachés derrière sa commode. Dedans, il y avait de la nourriture emballée dans des serviettes en papier, des sandwichs, des biscuits, même une part de pizza de la veille, le tout oublié là pour finir par moisir. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle s'est mise à trembler et à pleurer si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle répétait qu'elle ne savait plus comment manger normalement, ni ce qui était une portion raisonnable. Sarah, la femme de Tom, l'a alors prise dans ses bras et Emma a pleuré sans s'arrêter pendant près d'1 heure. Pendant ce temps, le détective continuait son enquête et a retrouvé 6 autres familles du groupe de fitness de Rachel, toutes présentant le même tableau. Des enfants couverts de bleu, une perte de poids inquiétante et des parents qui évoquaient des programmes d'entraînement spéciaux. Le FBI a été saisi quand ils ont découvert que le groupe avait des ramifications dans 12 États. En moins d'1 semaine, 3 parents ont été arrêtés au Texas, en Floride et en Californie. 1 mois après le début de l'affaire, le tribunal a ordonné une visite surveillée entre Rachel et Emma. La mère de Rachel détenait des enregistrements depuis le début, mais n'avait rien dit, intimidée par des menaces. Encore un exemple où le secret de famille passe avant la sécurité d'un enfant. Difficile d'imaginer pire que de laisser sa petite fille servir de cobaye dans une expérience de maltraitance, tout en accumulant des preuves au cas où. J'ai emmené Emma jusqu'aux services sociaux en centre-ville, le ventre noué tout au long du trajet. La superviseure, une femme d'une 50aine d'années à l'air bienveillant, nous a conduites dans une petite salle pleine de jouets et de livres. Rachel était déjà là, raide comme la justice sur une chaise en plastique. Dès qu'Emma a franchi le seuil, elle s'est figée. Rachel a lancé avec un sourire qu'Emma avait détruit leur famille en choisissant la paresse. La superviseure s'est aussitôt levée et a mis fin à la visite sur le champ. Après cette rencontre, Emma n'a rien avalé durant 2 jours, peu importe mes efforts. Tom et Sarah ont passé des heures à chercher des programmes spécialisés pour les troubles alimentaires, tandis que j'amenais Emma chez la kiné 3 fois par semaine. L'étonnement de la kinésithérapeute était palpable devant l'état de faiblesse d'Emma. Elle avait la force musculaire d'une enfant de 5 ans et peinait à accomplir les exercices les plus simples. La rééducation durerait au moins 1 an, peut-être plus. Un soir, Emma est tombée sur nos vieux albums photos et s'est mise à les feuilleter. Elle s'est arrêtée sur une image de son 8e anniversaire, le visage couvert de gâteaux, éclatant de rire. Elle m'a demandé si elle redeviendrait un jour une enfant normale. Incapable de répondre, je l'ai simplement serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Puis le détective a rappelé, avec une révélation qui a tout changé. L'ancienne meilleure amie de Rachel, Melissa, enregistrait Rachel à son insu depuis plusieurs mois, horrifiée par ce qu'elle découvrait. Elle détenait des heures d'enregistrement où Rachel se vantait de ses méthodes, parlait de publier un livre et qualifiait ses pratiques de parentalité révolutionnaire pour l'ère moderne. On y entendait aussi Rachel planifier son implantation dans d'autres villes, ciblant des parents isolés, prêts à tout payer pour des résultats. 2 jours après, le procureur déposait plainte, maltraitance aggravée sur mineurs, mise en danger d'enfants, exercice illégal de la médecine et subornation de témoins. L'avocat de Rachel a tenté de plaider un désordre mental, mais les enregistrements témoignaient d'une organisation méticuleuse et d'un suivi précis. Rachel tenait même des tableaux Excel pour suivre les mensurations de chaque enfant et les échéances de paiement. Emma avait tenté de créer un groupe de soutien pour les enfants souffrant de troubles alimentaires, mais cela n'a mené à rien. Les autres étaient des adolescents qui avaient choisi de se restreindre, pas des enfants de 10 ans forcés à s'épuiser jusqu'à l'effondrement. La thérapeute lui a conseillé de commencer par un suivi individuel avant d'envisager à nouveau une prise en charge en groupe. Emma se sentait plus isolée que jamais, comme si personne ne pouvait comprendre ce qu'elle avait traversé. 6 semaines après que nous ayons découvert les maltraitances, j'ai essayé de reprendre le travail à temps partiel, mais je passais mes réunions à ruminer sur le prochain rendez-vous d'Emma ou à me demander si elle avait bien mangé. Un jour, en pleine présentation budgétaire, j'ai craqué et fondu en larmes devant une vingtaine de collègues. Ma supérieure a réagi tout de suite en validant mon congé familial, et Tom s'est organisé pour m'aider à gérer les rendez-vous médicaux. Puis le père de Claire a contacté le détective avec une information qui m'a littéralement retourné l'estomac. Sa fille avait sauvegardé en cachette des vidéos provenant du téléphone de Rachel sur le cloud il y a plusieurs mois.
Ces vidéos montraient Rachel obligeant Claire à faire des exercices alors que la petite la suppliait d'arrêter. Sur l'une d'elles, on voyait Claire s'écrouler par terre tandis que Rachel continuait de crier, lui ordonnant de se relever et la traitant de faible, d'incapable. Une autre la montrait en train de mesurer le tour de taille de Claire pendant que l'enfant sanglotait que ça lui faisait trop mal. Le détective m'a appelé dans l'après-midi même, la voix tendue par la colère en me décrivant ce qu'il avait vu sur ces vidéos. La semaine suivante, la thérapeute d'Emma a sorti du matériel de dessin pendant une séance, expliquant qu'Emma n'arrivait plus à parler pour le moment. J'attendais dans la salle d'attente pendant qu'elles travaillaient ensemble, mais la thérapeute est revenue au bout de 40 minutes, bouleversée, me demandant de venir voir. Emma avait rempli page après page de petits bonshommes allumettes qui rapetissaient jusqu'à devenir des points, de maisons noires sans porte ni fenêtre, et de maîtres rubans monstrueux, au visage furieux et aux dents acérées, poursuivant une minuscule fillette. Elle m'a montré les dates soigneusement notées par Emma sur chaque dessin, prouvant que depuis des mois, elle avait la sensation de disparaître peu à peu. Ce soir-là, chez Tom, je n'ai pas dormi de la nuit. J'allais la voir toutes les heures, jusqu'à 3 heures du matin, et c'est là que j'ai remarqué son lit vide. Je l'ai finalement retrouvée dans le garage, perchée sur une vieille balance, les yeux rivés sur le chiffre affiché. 26 kilos. Elle avait perdu 8 kilos, alors qu'elle en pesait 34 6 mois plus tôt. Elle ne m'a même pas vue, elle montait et descendait inlassablement de la balance, comme si le chiffre allait changer par miracle. 2 jours plus tard, la nutritionniste nous a parlé du syndrome de réalimentation, qui peut être fatal pour les personnes très dénutries si elles recommencent à manger comme avant trop rapidement. Elle nous a imposé un protocole très strict. Emma devait manger 6 minuscules repas par jour, en commençant par du bouillon et des crackers salés, puis en introduisant progressivement protéines et légumes sur plusieurs semaines. Chaque repas était un calvaire. Emma pleurait sans arrêt, repoussait la cuillère, se plaignait que son ventre lui faisait trop mal. Je devais rester assise juste à côté d'elle pour chaque bouchée. Parfois, il fallait 2 heures pour qu'elle termine un simple bol de soupe. Puis l'avocat de Rachel a déposé une requête, m'accusant d'avoir manipulé Emma pour qu'elle invente toute cette histoire, tout en faisant témoigner ses amis du sport qui vantaient Rachel comme une mère exemplaire, soucieuse de la santé d'Emma. Le juge a alors ordonné la nomination d'un administrateur ad litem, une avocate, Jennifer Walsh, chargée d'enquêter de façon indépendante et de remettre un rapport au tribunal. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Emma, elle a paniqué, m'a agrippé le bras si fort que ses ongles m'ont fait saigner, me suppliant de ne pas la renvoyer chez Rachel. Jennifer Walsh s'est montrée d'une grande douceur. Elle a vu Emma à 3 reprises en 2 semaines, sans la brusquer, la laissant s'exprimer à son rythme. Lors du 2e rendez-vous, Emma a fini par relever son t-shirt pour montrer les cicatrices qui entouraient sa taille, expliquant qu'elle devait dormir debout contre le mur lorsque la douleur l'empêchait de s'allonger. Jennifer a tout photographié, mesuré les marques, noté l'état de maigreur extrême d'Emma dont les côtes saillaient sous la peau. Tom et les enfants ont tenté d'inviter Emma à jouer un après-midi, mais elle peinait à aller jusqu'au jardin, et au bout de quelques minutes, elle a dû s'asseoir sur les marches, tandis que ses cousins couraient partout. J'ai vu son visage au moment où elle a compris qu'elle n'arrivait plus à faire ce que font tous les enfants de son âge, et quelque chose s'est brisé en elle quand sa cousine de 8 ans lui a demandé pourquoi elle marchait comme une vieille dame. Plus tard, le soir, elle m'a demandé d'une voix si faible que j'avais du mal à la comprendre si elle pourrait un jour recourir. Le lendemain matin, le détective m'a appelé avec une révélation qui m'a cloué sur place. Il avait découvert une assurance vie prise par Rachel au nom d'Emma 6 mois plus tôt, Rachel s'étant désignée comme bénéficiaire unique, couvrant tout accident mortel survenant lors d'une activité physique, avec un capital assuré de 500 000 $. Le procureur a immédiatement ajouté des charges de tentative de meurtre au dossier. Rachel a réglé sa caution en quelques heures, puis s'est déchaînée sur les réseaux sociaux, postant un long message où elle affirmait être persécutée pour avoir inculqué de bonnes habitudes à sa fille, dénonçant une chasse aux sorcières contre les parents soucieux de la forme physique. Son message a tourné en boucle dans les groupes de parents extrémistes, et nous avons commencé à recevoir des menaces de mort, des insultes me traitant de père maltraitant qui voulait rendre sa fille obèse, certains disant que je devrais perdre la garde pour avoir encouragé la paresse. J'ai dû changer de numéro de téléphone, et Tom a fait installer des caméras de sécurité après qu'un inconnu ait déposé un rat mort devant sa porte d'entrée, accompagné d'un mot « Les maltraitants d'enfants méritent pire ». Pendant ce temps, la maîtresse d'Emma, mademoiselle Harper, a travaillé avec l'école pour mettre en place tout un dispositif pour faciliter son retour. Autorisation de rester debout en classe si elle avait mal assise, temps supplémentaire pour les devoirs car elle se fatiguait très vite, et un espace réservé pour déjeuner tranquillement, à l'abri du regard des autres élèves. La psychologue scolaire devait passer voir Emma chaque jour, et elle avait le droit d'aller se reposer à l'infirmerie dès qu'elle en ressentait le besoin. 3 jours plus tard, alors que nous étions chez Tom, Emma est tombée sur un vieux planning d'entraînement de Rachel, dissimulé dans un livre de cuisine sur l'étagère. C'était un programme détaillé, presque minute par minute, avec des exercices, des mesures et même des sanctions si les objectifs n'étaient pas atteints. Elle s'est effondrée, s'est écroulée en larmes sur le sol de la cuisine, en répétant qu'à cette heure-là, elle aurait dû être en train de s'exercer, qu'elle avait pris un retard considérable sur son emploi du temps. Il a fallu 3 heures à Tom, à sa femme et à moi pour réussir à la calmer, alors qu'elle ne cessait de répéter qu'elle était en retard, tellement en retard, et qu'ils allaient être furieux contre elle pour tous ces jours perdus. Les 2 semaines suivantes se sont enchaînées dans un brouillard de rendez-vous chez le psy, de réunions avec les avocats, d'interminables nuits où Emma se réveillait en hurlant parce qu'elle avait manqué son programme. Un mardi après-midi, alors que je préparais le déjeuner d'Emma, le détective Torres m'a appelé. Sa voix était différente, plus dure que d'habitude. Il avait besoin de me voir au commissariat tout de suite.
Tom est resté avec Emma pendant que je conduisais, les mains tremblantes sur le volant. Torres m'a accueilli dans le hall et m'a fait entrer dans une salle de réunion, où 2 personnes en costume sombre m'attendaient, leur badge du FBI posé sur la table. La femme m'a tendu un dossier et en l'ouvrant, j'ai découvert des échanges de mails entre Rachel et un certain Marcus Chen, installé en Californie. Mon estomac s'est serré en lisant les détails de son programme de remise en forme réservé aux enfants, avec des compléments dopants que Marcus envoyait à Rachel depuis 3 mois. Ce n'était pas de simples vitamines, mais des stéroïdes prescrits, mélangés à des coupes-fins et à une substance appelée DNP, utilisée par les bodybuilders pour brûler les graisses rapidement. La liste des effets secondaires m'a donné la nausée. Atteinte grave aux organes, problèmes cardiaques, retard de croissance irréversible. Rachel avait inscrit Emma à une compétition à Los Angeles prévue le mois suivant, où les enfants devaient s'affronter 12 heures d'affilée, sous le regard des parents qui pariaient sur eux. L'inscription coûtait $5 000. L'agent du FBI m'a montré des photos des éditions précédentes. Des enfants à bout de force, allongés sur des tapis de gym, sous perfusion, tandis que les parents applaudissaient dans les gradins. 3 enfants étaient morts lors de ces compétitions en 2 ans. Rachel avait déjà acheté les billets d'avion. Cette même semaine, la kinésithérapeute d'Emma m'a appelé avec les résultats des derniers examens. J'ai appris que Rachel avait souscrit une assurance vie sur Emma pour un $250 000, couvrant le décès accidentel pendant une activité physique. Ce détail changeait tout. L'entraînement extrême, les stéroïdes, ces compétitions mortelles où les enfants s'écroulaient, les lésions rénales qui nécessiteraient un suivi à vie, peut-être pour toujours. Sa densité osseuse était celle d'une femme de 60 ans. La kiné n'arrêtait pas de s'excuser, comme si elle se sentait coupable, expliquant que le tonus musculaire d'Emma s'était amélioré, mais que les dégâts aux organes étaient irréversibles. Ce vendredi soir, j'ai essayé d'offrir une soirée normale à Emma en lançant son film préféré, celui avec les chiens qui parlent. Elle n'est pas restée assise 5 minutes, changeant de position sans arrêt, grimaçant de douleur. À la moitié du film, elle s'est levée et s'est mise à faire des étirements devant la télé, jurant que ce n'était pas du sport, juste de quoi éviter que ses muscles ne la fassent trop souffrir. Elle a continué pendant toute la deuxième moitié du film. Maître Walsh a remis son rapport au tribunal, recommandant la déchéance immédiate de l'autorité parentale de Rachel. 40 pages détaillant chaque blessure, chaque séance de thérapie, chaque cauchemar. Elle a noté qu'Emma présentait clairement un syndrome de Stockholm, continuant à défendre Rachel lors des entretiens et répétant que l'exercice lui faisait du bien. L'audience a été fixée 3 mois plus tard. La mère de Rachel est venue de Floride pour témoigner et à la barre, elle a craqué en racontant comment elle avait vu Rachel forcer Emma à s'entraîner alors que la petite avait plus de 39 degrés C de fièvre. Rachel s'est mise à hurler que sa mère mentait, qu'elle était jalouse de sa réussite, que tout cela était un complot. L'huissier a dû la faire sortir de force alors qu'elle criait que tout le monde était contre elle. Nous avons inscrit Emma dans une nouvelle école à l'autre bout de la ville où personne ne connaissait notre histoire. La première semaine s'est bien passée, jusqu'au cours de sport où le professeur leur a demandé de faire des tours de piste. Emma a fait une crise de panique en plein milieu du terrain puis s'est enfermée dans les toilettes, persuadée qu'elle allait être punie parce qu'elle n'avait pas fini. La prof l'a retrouvée en train de faire des jumping jacks dans la cabine, en pleurs, répétant qu'elle devait rattraper l'exercice manqué. L'école l'a finalement dispensée de sport, mais Emma ne cessait de demander quand elle pourrait y retourner, comme si elle échouait à quelque chose. 2 semaines plus tard, en consultant son iPad scolaire, j'ai découvert des recherches qui m'ont glacé le sang. Comment faire du sport sans que personne ne le voie? Exercice silencieux pour enfants, exercice à faire allonger dans son lit. Quand je lui en ai parlé doucement, elle s'est effondrée en larmes en disant qu'elle se sentait tout le temps coupable de ne pas s'entraîner, comme si elle trahissait quelque chose, sans réussir à expliquer quoi. Elle m'a confié que son corps lui paraissait anormal sans la douleur. Lors de l'audience suivante, le procureur a présenté à la cour l'historique internet de Rachel. On y trouvait des recherches telles que « Combien de pertes de poids avant défaillance d'organes » ou « Calories minimales pour la survie d'un enfant » datant de 6 mois. L'avocat de Rachel a tenté de faire croire qu'elle menait des recherches pour un livre, mais ces recherches étaient antérieures à l'évocation de ce projet. Le juge a ordonné une expertise psychiatrique de Rachel. C'est alors que le groupe de fitness de Rachel a lancé sa campagne. Le docteur Davis m'a appelé en pleurs, parce que quelqu'un avait publié son adresse sur Internet en l'accusant de favoriser l'obésité infantile. Une personne s'est même présentée chez elle pour prendre des photos de ses enfants. Elle a dû demander une ordonnance de protection. La kinésithérapeute a reçu des menaces de mort. Les vitres du cabinet de la nutritionniste ont été brisées. Ils avaient de créer un site internet avec des photos d'Emma, avant et après, prétendant que nous la maltraitions en la laissant prendre du poids. 4 mois après le début de toute cette histoire, Emma a enfin atteint 28,5 kilos lors de sa pesée. La nutritionniste s'est mise à applaudir et là, Emma s'est effondrée, éclatant en sanglots, persuadée d'avoir tout raté, de grossir, suppliant qu'on la laisse sauter des repas la semaine suivante. Je l'ai gardée contre moi pendant des heures, alors qu'elle tremblait, pleurait, persuadée qu'elle gâchait tout, que le chiffre devrait baisser et pas augmenter, qu'elle était en échec. La semaine d'après, Tom nous a emmenés dans un parc près de chez lui, histoire de changer un peu les idées d'Emma. Elle s'est assise sur un banc à observer longuement les enfants sur les balançoires et les barres, l'air de regarder une autre espèce. Une petite fille a glissé du toboggan, a ri en tombant, puis s'est relevée comme si de rien n'était. Emma m'a serré le bras si fort que j'en ai eu mal. Elle ne compte pas, a-t-elle soufflé en fixant la fillette. Elle joue, c'est tout, sans compter quoi que ce soit. Je l'ai vue passer 1 heure à dévisager les autres enfants, le visage perplexe, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Elle ne cessait de me demander si c'était vraiment possible de courir dans tous les sens comme ça, sans se chronométrer.
Pendant ce temps-là, l'inspecteur Torres épluchait le passé de Rachel et découvrait qu'elle avait été bannie de 3 salles de sport. Le gérant d'une d'elles a raconté que Rachel avait voulu faire participer des enfants de 8 ans à des bootcamps pour adultes. Un autre propriétaire l'avait surprise à prendre le tour de taille d'enfant dans les vestiaires, sans autorisation. Enfin, la 3e salle avait même des vidéos où on voyait Rachel forcer une fillette à faire des burpees jusqu'à en vomir. Un soir, alors que je préparais le dîner d'Emma, l'inspecteur m'a appelé pour me raconter tout ça. Les procureurs passaient au peigne fin tous les carnets et journaux d'entraînement de Rachel récupérés chez nous. Ils sont tombés sur une note datant de 2 mois, qui m'a glacé. Rachel y avait écrit qu'Emma s'était évanouie 10 minutes pendant l'entraînement et appelait ça un progrès remarquable. Elle notait aussi qu'elle avait divisé le dîner d'Emma par 2 pour la récompenser de ses efforts. Le procureur m'a expliqué que ça faisait basculer le dossier de la maltraitance vers la tentative d'homicide. Le lendemain, la psychologue d'Emma m'a appelé pour me parler d'une avancée. Pendant leur séance, Emma avait dessiné Rachel sous la forme d'un monstre géant fait de mètres rubans, la tenant enfermée dans une cage de cerceau. C'était la première fois qu'Emma exprimait de la colère, au lieu de n'éprouver que de la peur ou de culpabiliser. La psychologue m'a expliqué qu'Emma avait passé 20 minutes à poignarder le dessin avec un crayon rouge. Environ 5 mois après que toute la vérité a éclaté, Emma m'a posé une question qui m'a brisé le cœur. On prenait le petit déjeuner quand elle a levé les yeux vers moi et demandait simplement si sa mère l'aimait, ne serait-ce qu'un peu. Je n'ai pas su quoi dire, alors je lui ai juste pris la main. J'ai essayé de lui expliquer que parfois, des gens pensent te montrer de l'amour, mais qu'en réalité ils font du mal. Emma a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle n'y croyait pas. Elle répétait sans cesse « Pourquoi sa mère voulait-elle qu'elle devienne si petite, qu'elle finirait par disparaître ?» 3 semaines plus tard a commencé le procès pénal, avec la sélection du jury au tribunal du centre-ville. Rachel est arrivée à prêter comme pour une séance photo, en tailleur et collier de perles, expliquant aux journalistes qu'on l'attaquait parce qu'elle promouvait une vie saine. Il y avait même des gens avec des pancartes pour la soutenir, dénonçant l'abus de pouvoir de l'État et défendant les droits parentaux. Le procureur avait décidé qu'Emma ne serait pas obligée de témoigner en personne, un immense soulagement, et à la place, ils ont diffusé ses entretiens enregistrés à l'hôpital. Dans la salle d'audience, on aurait entendu une mouche voler quand ils ont montré les photos des blessures d'Emma. Hématome noir, peau fissurée, photos avant, après, où l'on voyait la perte de poids. Une femme du jury pleurait discrètement. Puis sont venues les vidéos où l'on voyait Emma s'effondrer pendant ses séances, que Rachel avait elle-même filmées. À l'époque, elle les enregistrait pour prouver le sérieux d'Emma, mais elles sont devenues des preuves contre elle. Le 3e jour, Rachel a pris la parole et a lancé une accusation que personne n'attendait. Elle a affirmé que je maltraitais sexuellement Emma, que l'exercice l'aidait à surmonter ce traumatisme. Toute la salle a eu un haut-le-cœur et j'ai cru m'évanouir. Le procureur a réagi aussitôt en soulignant que Rachel n'avait jamais dit cela avant son arrestation. Aucun signalement, aucun document, aucune note médicale ou thérapeutique, rien. Le juge l'a mise en garde contre le parjure, mais elle s'est obstinée à mentir. Le pédiatre d'Emma, le Dr Davis, a témoigné le lendemain. Elle a montré au jury les courbes de croissance d'Emma quand elle était encore une enfant en pleine santé et expliqué comment son poids avait dangereusement chuté dès le début du programme de Rachel. Elle disposait de plusieurs années de dossiers médicaux prouvant qu'Emma était parfaitement en forme avant que Rachel ne prenne les choses en main. Pendant une pause, on m'a autorisé à retrouver Emma dans une pièce au calme, où elle suivait le procès sur un écran. Elle avait l'air minuscule dans ce grand fauteuil en cuir, tripotant nerveusement le bas de son t-shirt. « Est-ce que tout le monde saura toujours ce qui m'est arrivé ?» a-t-elle demandé sans me regarder. Je lui ai dit qu'on pourrait partir où elle voudrait, recommencer à zéro, dans un endroit où elle serait juste Emma. Elle a réfléchi un instant, puis a demandé s'il existait un endroit sans salle de sport du tout. 6 mois plus tard, nous étions de retour au tribunal pour la suite du procès, et le procureur a fait témoigner une jeune fille, Claire, par visioconférence d'un autre État. Elle avait 16 ans, paraissait épuisée, et a raconté que Rachel lui avait fait subir exactement la même chose quand elle avait 12 ans, 8 heures de cerceau par jour, jusqu'à ce que ses côtes se fissurent, et qu'elle ne puisse plus manger solide pendant 3 mois. Elle a expliqué que Rachel lui avait dit que si elle parlait, elle s'en prendrait à son petit frère et à sa petite sœur restée chez elle. Les membres du jury se regardaient en secouant la tête, tandis que Claire expliquait comment Rachel l'a forcée à rester adossée au mur et appuyée sur son ventre pour vérifier s'il était assez plat. Le procureur a présenté des photos de Claire à l'époque, où l'on voyait les mêmes ecchymoses noires autour du ventre que celles d'Emma. Ensuite, Melissa, l'ancienne amie de Rachel, est venue à la barre et a dévoilé tous ses messages sur son téléphone où Rachel parlait d'Emma comme de son projet, expliquant qu'elle voulait prouver l'efficacité de ses méthodes. Elle a raconté que Rachel passait son temps à scruter les comptes Instagram de mannequins enfants d'une maigreur extrême et qu'elle se mettait en colère parce qu'Emma ne leur ressemblait pas. Elle a aussi montré d'autres messages où Rachel affirmait vouloir rendre Emma parfaite pour Instagram, coûte que coûte. Après cela, l'avocat de la défense a fait défiler toutes ces femmes du groupe de fitness de Rachel, qui répétaient que les enfants d'aujourd'hui étaient trop gros et qu'il leur fallait plus de discipline. L'une d'elles a déclaré que sa fille avait maigri en suivant les conseils de Rachel, mais elle a fini par reconnaître qu'elle ne lui avait jamais imposé plus d'1 heure de cerceau par jour. L'avocat de Rachel, lui, a vraiment plaidé qu'elle menait des recherches pour un livre et qu'elle pourrait tout justifier ainsi. C'est un peu comme prétendre qu'on a cherché sur Internet comment faire disparaître un corps parce qu'on écrit un polar. Possible, théoriquement, mais qui y croit vraiment? Pour les plaidoiries finales, le procureur s'est levé et a tout détaillé point par point. Il a brandi le carnet où Rachel notait à la minute près les exercices d'Emma et le nombre de fois où elle vomissait chaque jour.
Puis il a présenté la police d'assurance vie que Rachel avait souscrite au nom de sa fille, à peine 2 mois avant de lancer son entraînement. Il a expliqué comment Rachel prévoyait de documenter la transformation d'Emma sur les réseaux sociaux pour vendre son programme à d'autres mères. Le jury est parti délibérer et en moins de 3 heures, il était de retour. Quand le verdict coupable est tombé sur les 12 chefs d'accusation, Rachel s'est mise à hurler qu'Emma ne survivrait pas sans elle et qu'on allait tous la rendre obèse. Emma, elle, assistait à la scène à la télévision, dans la pièce d'à côté, et je l'ai vue, pour la première fois depuis 1 an, se détendre complètement. 2 semaines plus tard, en attendant la sentence, Emma continuait de se réveiller à 5 heures du matin comme une horloge. Elle restait assise sur son lit, l'air perdu, parce que c'était l'heure où Rachel la forçait autrefois à commencer l'exercice. J'ai pris l'habitude de me lever avec elle et nous lisions ensemble jusqu'à ce qu'elle puisse se rendormir. Lors de l'audience au tribunal de la famille, la juge a décidé de retirer à Rachel tous ses droits parentaux. Elle a affirmé qu'en 30 ans de carrière, jamais elle n'avait été confrontée à des violences aussi délibérées sans qu'elle ne se solde par la mort. Emma n'était pas présente, mais ce soir-là, elle m'a demandé à voix basse si cela voulait dire que Rachel ne pourrait plus jamais la forcer à faire du sport. Je lui ai répondu « Jamais, plus jamais ». Au moment de la sentence, toute l'équipe médicale d'Emma est venue témoigner. Le néphrologue a expliqué que la déshydratation et la destruction musculaire obligeaient à surveiller Emma toute sa vie pour un risque d'insuffisance rénale. L'orthopédiste, lui, a montré des radios de ses cartilages de croissance et évoqué des séquelles qui pourraient empêcher Emma d'atteindre la taille qu'elle aurait dû avoir. La propre mère de Rachel, en larmes, a présenté ses excuses à Emma, répétant qu'elle savait que sa fille avait des problèmes, mais n'aurait jamais imaginé une telle issue. Elle a aussi raconté que, petite, Rachel infligeait déjà la même chose à leurs animaux, allant jusqu'à affamer les chats pour qu'ils soient plus beaux et plus maigres. Quand est venu mon tour, j'ai parlé de cette petite fille qui dansait dans la cuisine pendant que je faisais le dîner et de ce qu'elle était devenue, une enfant terrorisée qui mesurait son tour de taille 20 fois par jour. J'ai raconté la soirée où je l'ai trouvée, serrant le maître ruban à s'en faire blanchir la peau, et comment elle m'avait supplié de ne pas me fâcher parce qu'elle avait triché en s'asseyant chez moi. La salle était plongée dans un silence total, à peine troublée par les sanglots du public. La juge a demandé à Rachel si elle souhaitait faire une déclaration avant la sentence. Elle s'est levée si rapidement que son avocate a tenté de la retenir par le bras, en vain. Elle a proclamé qu'elle sauvait Emma d'une vie d'obésité, de diabète et de maladie cardiaque, que la véritable maltraitante, c'était moi, car je laissais Emma manger ce qu'elle voulait et ne rien faire. La juge a essayé de l'interrompre, mais Rachel a haussé le ton. S'est mise à crier que l'Amérique était en pleine crise d'obésité, qu'elle n'était qu'une mère responsable qui voulait éviter à sa fille de finir comme une statistique, qu'Emma finirait par la remercier de ne pas être grosse et repoussante comme les autres enfants. Le procureur s'est levé pour intervenir, mais Rachel continuait, débitant des statistiques apprises par cœur sur l'obésité infantile et clamant que le vrai crime était de laisser son enfant grossir. Finalement, la juge a fait signe à l'huissier et Rachel s'est tue, sans cesser de me lancer des regards noirs, comme si tout était de ma faute. La juge a pris une longue inspiration, puis a prononcé la sentence, 25 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Rachel est devenue livide, son avocate l'a retenue pour l'empêcher de s'effondrer. La juge a poursuivi en évoquant la cruauté hors norme de Rachel, son absence totale de remords, et le fait qu'elle n'avait jamais compris le mal qu'elle avait fait. Rachel s'est alors mise à hurler que nous étions tous des idiots qui ne comprenaient rien à la science et qu'elle allait poursuivre tout le monde en justice. Les huissiers ont dû littéralement la traîner dehors alors qu'elle continuait de vociférer à propos de l'épidémie d'obésité, jurant qu'on le regretterait quand Emma aurait du diabète. La semaine suivante, l'équipe thérapeutique d'Emma nous a réunis pour mettre en place son plan de soins. Au moins 3 ans de rééducation alimentaire, de kinésithérapie et de suivi psychologique. Les coûts étaient astronomiques, mais l'indemnisation des victimes couvrirait la majorité des frais. Ils nous ont montré des courbes sur l'état des organes d'Emma et nous ont expliqué qu'il faudrait sans doute des années pour qu'elle guérisse complètement, si tant est que ce soit possible. 2 semaines plus tard, nous sommes allés chez Tom pour remercier sa famille de tout ce qu'ils avaient en fait pour nous. Emma a joué avec ses cousins une dizaine de minutes avant d'être fatiguée. C'était la première fois que je la voyais s'amuser sans regarder l'heure ni compter ses gestes. Elle a eu un vrai sourire quand le plus jeune de Tom lui a offert un dessin de 2. Après ça, on a décidé de déménager. On a trouvé une ville à 3 heures de route, un endroit où personne ne connaissait notre histoire. Emma a choisi sa chambre et a demandé si elle pouvait la peindre en violet. Rachel avait toujours voulu que tout soit blanc parce que les couleurs étaient, d'après elle, distrayantes. On a passé la journée entière au magasin de bricolage à choisir la peinture et pendant tout ce temps, Emma n'a pas prononcé un mot sur l'exercice, les calories ou un quelconque retard sur un planning. Elle a fait sa rentrée dans sa nouvelle école en septembre et quand la maîtresse a demandé à chacun de parler de ses loisirs, Emma s'est figée une seconde, puis elle a murmuré « la lecture ». Pas de gymnastique, pas d'entraînement, juste la lecture. L'enseignante lui a souri avant de passer à l'élève suivant et Emma s'est détendue, un peu plus à l'aise sur sa chaise. 8 mois après le jour où je l'ai trouvée avec ce maître ruban, nous avons eu un rendez-vous de suivi avec le docteur Davis. Emma avait pris 5 kilos et ses organes allaient mieux. Elle n'a pas pleuré sur la balance, n'a pas voulu savoir combien elle pesait, elle en est simplement descendue et a demandé si on pouvait aller déjeuner. Elle était encore trop maigre, mais elle était sur la bonne voie. Puis nous avons reçu une lettre.
Rachel faisait appel de sa condamnation. Le procureur m'a appelé pour me rassurer, m'expliquant que les appels aboutissaient rarement. Mais Emma a fait des cauchemars pendant des semaines, terrifiée à l'idée que Rachel sorte de prison. Sa psychologue a ajouté des séances pour l'aider à gérer ses peurs. Chaque soir, elle vérifiait les serrures et me demandait sans arrêt si j'étais bien sûr que Rachel ne pourrait pas nous retrouver. 6 mois après la rentrée, Emma s'est fait sa première vraie amie, une fille discrète prénommée Amy, passionnée de lecture elle aussi. Elles ont passé tout un après-midi ensemble, à lire et grignoter dans la chambre d'Emma. Elle a mangé 2 biscuits entiers, sans poser de questions sur les calories, sans compter ses bouchées, sans surveiller le temps. Elle a juste profité du moment, absorbée par son livre et les rires partagés avec Amy. La décision concernant l'appel est tombée juste avant les 11 ans d'Emma. Rejetée complètement. Rachel allait purger sa peine jusqu'au bout. Emma m'a demandé si elle serait obligée de revoir Rachel un jour, et je lui ai promis que non, jamais. Elle a hoché la tête, puis elle m'a demandé si on pouvait avoir un chien. Rachel n'avait jamais voulu d'animaux à la maison, trouvant ça trop salissant et trop distrayant pour l'entraînement. Ce week-end-là, nous sommes allés au refuge, et Emma a choisi un chiot Golden Retriever abandonné qu'elle a appelé Buddy. Maintenant, il dort chaque nuit au pied de son lit et la suit partout. Elle le sort en promenade, mais ce sont de vraies balades, sans compter les pas, sans surveiller sa fréquence cardiaque, juste une gamine qui sort son chien. Sa psychologue nous dit qu'elle progresse énormément, mais nous rappelle qu'il y aura des rechutes. Certains matins, Emma refuse encore de petit déjeuner. Certaines nuits, elle s'entraîne en cachette dans sa chambre, pensant que je dors, mais elle reprend doucement du poids, ses cheveux repoussent, épais et brillants. Et elle rit à nouveau, de vrais éclats de rire, pas ceux qu'elle forçait autrefois pour rassurer Rachel. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai surprise avec ce cerceau, et c'est une enfant différente aujourd'hui. Elle porte encore des cicatrices, elle est encore en train de guérir, mais elle redevient elle-même, une vraie gamine. Elle lit tout le temps, joue avec Buddy, invite Amy à dormir à la maison. Elle ne parle plus de la taille de sa taille, ni de retard à rattraper, ni de besoin d'entraînement. Les médecins disent moi que ses organes ne s'en remettront peut-être jamais complètement, mais elle est stable, désormais. Il faudra la surveiller longtemps, mais elle s'en sortira. Rachel envoie parfois des lettres depuis la prison, mais je les jette sans jamais les ouvrir. Emma n'en saura rien. Jamais. Cette page est tournée. Maintenant, on construit autre chose. Juste nous deux. Buddy, quelques chambres, et plus de balance, plus de mètres ruban, plus de planning. Juste une enfant ordinaire qui mène une vie ordinaire, et après tout ce qu'on a traversé, ça me paraît la chose la plus extraordinaire du monde. 3 semaines plus tard, au refuge, Emma a ignoré tous les chiots excités pour aller directement vers un vieux Golden Retriever assis tranquillement dans un coin. Le chien a posé doucement sa tête sur ses genoux, et elle a souri, sincèrement. Elle l'a baptisé Buddy aussitôt et s'est occupée de ses repas sans que j'aie besoin de lui rappeler. Elle a commencé à mesurer soigneusement ses croquettes, à vérifier s'il mangeait assez, à lui expliquer que manger le rendrait fort et en bonne santé. La conseillère scolaire a proposé le club d'art plastique plutôt que le sport, et Emma avait l'air soulagée. Elle a peint de grands paysages, des montagnes, des rivières, jamais de personnages. Sa prof d'art m'a prise à part après 3 semaines pour me dire qu'Emma avait un vrai talent, et elle m'a montré une toile de coucher de soleil digne d'un artiste. Emma rayonnait quand je lui ai dit, avec une fierté pure, sans rapport avec son corps, la nourriture ou l'exercice. Lors du rendez-vous des 1 an de rétablissement, la balance affichait 6 kilos de plus et 5 cm de croissance. La nutritionniste a dit qu'il n'était plus nécessaire de surveiller chaque repas, qu'on pouvait la laisser manger comme elle voulait. Emma continuait la thérapie, mais 1 fois par semaine seulement, au lieu de 3. On a instauré les pancakes du samedi matin, tout un rituel où Emma les faisait sauter elle-même et ajoutait des pépites de chocolat. Les promenades du soir avec Buddy sont devenues notre moment, à flâner dans le quartier pendant qu'il reniflait partout. La propre mère de Rachel savait qu'elle faisait pareil, enfant, avec les animaux. C'est un détail qu'elle a évoqué à la barre. Je me demande bien ce que la famille a eu pendant toutes ces années. Le soir, je lui lis toujours une histoire, même si elle a 11 ans et qu'on dit qu'elle est trop grande pour ça. Certains jours restent difficiles, surtout autour de la date du verdict de Rachel, mais les bons moments ont fini par prendre le dessus. Sa psy trouvait qu'Emma s'en sortait vraiment bien et qu'elle avait appris à trouver des astuces pour affronter les moments difficiles. Un après-midi, je l'ai surprise en train de feuilleter de vieilles photos sur son iPad. Pas celles d'Instagram, mais des photos de famille, d'avant que tout dérape. Elle m'a confié qu'elle essayait de se rappeler qui elle était avant tout ça. On a discuté du fait qu'au fond, elle était toujours la même, juste plus forte après tout ce qu'elle avait traversé. Emma a demandé si elle pouvait écrire quelque chose pour d'autres enfants qui vivent des situations compliquées. Avec sa psy, on a rédigé ensemble une lettre pour expliquer qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand des adultes vous font du mal. Elle était tellement fière à l'idée que son histoire puisse servir à quelqu'un d'autre. Un autre jour, Buddy a renversé la poubelle en voulant piquer un reste de sandwich, et Emma est partie dans un fou rire, un vrai, comme je n'en avais pas entendu depuis plus d'1 an. Elle s'est mise à courir après lui dans le jardin, sans réfléchir, juste une gamine qui joue avec son chien. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'on finirait par s'en sortir. Le spectacle de l'école est arrivé, et Emma s'est inscrite pour faire une démonstration de peinture. Elle s'est retrouvée debout, devant tout l'amphi, un peu stressée mais déterminée, à expliquer sa façon de mélanger les couleurs pour obtenir la nuance parfaite d'un coucher de soleil. Personne ne savait ce qu'elle avait enduré. Là, c'était juste une fille qui partageait sa passion, et les applaudissements ont été énormes à la fin.
Dimanche matin, pile 1 an après avoir découvert ce que Rachel faisait, Emma a dormi jusqu'à 9 heures, fini les réveils à 5 heures, ou les angoisses liées au planning. Elle est descendue en pyjama dinosaure, a demandé ce qu'on avait prévu pour le petit-déj comme si de rien n'était, s'est installée à table sans hésiter, a mangé ses gaufres sans se surveiller, sans vérifier son ventre. On était loin d'être parfait, on n'était pas complètement remis, mais on avançait, un jour après l'autre. Elle m'a surpris à la regarder, m'a lancé un vrai sourire. « Ça va papa ?» elle a dit. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je l'ai vraiment cru. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de suivre notre histoire. C'est vous qui rendez le chemin plus doux. Si vous avez lu jusqu'ici, laissez-moi un petit mot, ça me fait toujours plaisir de vous lire.